Bienvenue à tous pour le deuxième épisode de la série Le patient sous l'armure. Dans l'épisode précédent, nous avons discuté de son parcours de soins avec Julie, qui l'a suivi à la suite de Vincent. Aujourd'hui, nous revenons sur la rééducation. Bonjour, Ou bonsoir. bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science. Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin. Bonjour Vincent, bonjour Julie. Bonjour Vincent, bonjour Marie. Bonjour Marie, bonjour Julie. L'extrait cette fois-ci va porter sur le retour du patient quant au démarrage de la rééducation, suite au bilan que vous aviez fait ensemble, toi Vincent avec lui, sur son état d'esprit, sur ses inquiétudes et puis sur les stratégies mises en place et son retour. Bonne écoute. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ton état d'esprit quand tu arrives au cabinet en août 2019 ? Depuis l'agression, du coup, mon état d'esprit il avait changé, j'étais plus craintif Par rapport à quoi ? à tout. L'environnement ou par rapport au mouvement, par rapport Voilà. à ton corps Plus par rapport à mon corps, de ce qui pouvait m'arriver, de ce que je pouvais faire ou pas faire. Ouais, j'avais beaucoup peur de plein de choses, mais Ce qui ressortait essentiellement du bilan à ce moment-là, c'était qu'on était quand même très loin des lésions. Au niveau de la colonne lombaire, normalement, tout ce qui était phénomène de cicatrisation devait avoir lieu et devait être consolidé. Malgré tout, tu es arrivé avec ton corset, tu es arrivé avec tes béquilles et une démarche d'un blessé récent, avec une grosse kinésiophobie, une peur du mouvement, une attitude un petit peu sur la défensive, je pense, aussi, oui, c'est avec ça, exactement. beaucoup d'appréhension, l'idée avec la pensée que si ça n'avait pas amélioré les choses quelques mois plus tôt, il y avait peu de chances que les choses s'améliorent cette fois-ci. C'est ça. Tu avais commencé les séances de balnéo à ce moment-là ou pas ? Tout en même temps. Ok. Aussi parce que je voulais m'en sortir. Depuis 2017, là on est en 2019, j'ai pas vu énormément de progrès. On va dire c'était plus dans la tête que physique en vrai. Enfin maintenant là je vous dis ça parce qu'on est en janvier là. Tu t'étais mis des limites toi-même Voilà, à ce que tu pouvais faire. Voilà. Alors que j'étais capable de plus ou de faire mieux et c'est moi-même de toute façon, c'est personne qui m'a empêché c'est mon cerveau. Ça a été un petit peu compliqué d'enlever le corset, même si tu as consenti à le faire. Et après, l'évaluation des mouvements a été aussi difficile, toujours du fait de cette kinésiophobie importante. Ce qui impliquait du coup une perte majeure de mobilité dans toutes les directions. Avec un peu de mouvement, on arrivait à avoir une augmentation des amplitudes sans que la douleur augmente. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es ressorti après la première séance ou les 2-3 premières séances ? Tout le temps, je comparais les deux agressions. Bon, la première fois, j'ai eu ça, mais bon, c'était moins. Mes jambes, elles n'étaient pas touchées, ma main. Et la vérité, je pensais. Enfin, je me disais, voilà, fais-le, puisque j'ai rien à perdre. Mais c'est pas en vous que j'avais pas confiance, c'est plus en moi. Je pensais pas que j'allais progresser, quoi. Je le faisais, mais pas en me disant, ah, fais-le, tu vas progresser. Je me suis fait le, mais on verra, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais conscience que tout ce qui était anatomique était cicatrisé et stable ? Non, non, ça c'est toi qui m'a beaucoup appris ces trucs. Enfin, moi, si je vous dis ce que je pensais, vous allez dire, c'est un gamin, quoi. Je pensais que la balle, elle pouvait bouger, qu'elle pouvait même sortir, que ça allait se casser, quoi, comme Ouais. un vase qui tombe. Ouais. Si je tombais sur les fesses, ça allait se casser. Si on bousculait, si je prenais un coup même sur le ventre, ben, ça pouvait faire bouger la balle. C'est pour ça aussi que quand tout à l'heure tu parlais de mon corset, ben, c'était aussi une protection, le corset. Malgré ça, certes, ça faisait mon dos, c'est ce qui m'aidait à tenir, mais ça me protégeait de tout contact, de tout. C'était plus une armure finalement que... Un soutien. Un peu quand même un soutien par rapport à mon dos, mais plus aussi, je savais que voilà, on n'allait pas directement toucher mon corps, quoi. Il y avait un petit truc qui allait protéger.
Très vite, la prise en charge s'est tournée plutôt sur de l'exposition graduelle. Tout d'abord au mouvement et puis ensuite réathlétisation avec sevrage de corset étalé sur plusieurs semaines, passage à une ceinture lombaire et puis on enlevait tout l'équipement pour les séances avec vraiment augmentation progressive de la charge, augmentation progressive de l'intensité. On a continué l'exposition graduelle et on est passé un niveau au-dessus. Je pense que quand tu as terminé avec Vincent, tu étais à peu près à faire 5 minutes de l'elliptique. Enfin, il y avait quand même encore beaucoup d'appréhension, même dans les déplacements dans le cabinet. Tu commençais déjà à venir sans béquille. On avait mis ça en place, de plus prendre la béquille. Là, la béquille, non, je ne le prends plus. Mais après, la ceinture, des fois, ça me fait du bien, quoi. Tu avais l'impression de faire des performances en balnéo que tu n'étais pas capable de faire à sec parce que tu étais dans le chaud et que ça ne te limitait pas. Et ça a permis aussi de mettre en évidence que faire d'activité physique, ça te permettait aussi de te réchauffer et toi de te sentir bien. Il y avait cette composante de chaud. Non, moi, j'avais pas forcément notion. Quand la dernière fois je suis venu, j'avais la ceinture, je t'ai dit que je la mettais parce qu'elle me tenait chaud. C'est pour créer une chaleur, je la mets par-dessus le t-shirt, je mets une veste au-dessus et la chaleur, ouais, ça me fait du bien. Après, quand je fais des activités, ouais, mon corps il est chaud, ça me fait du bien, mais quand j'arrête et que je sors, je ressens tout de suite la différence. Ça, c'est... Toi, tu as vraiment investi tout ce qu'on t'a proposé. Là-dessus, il y a vraiment un gros changement, moi, je trouve. On m'a beaucoup motivé et m'a redonné confiance en moi parce que là maintenant quand je viens ici je sais ce que j'ai à faire, c'est à dire en vrai c'est ça aussi qui est bien, c'est quand je viens là je sais que je vais faire du vélo elliptique, après on va faire le gainage, on va faire ça, des squats, dans ma tête c'est réglé en vrai, c'est comme c'est un rituel, quand je viens je fais ça, quand je vais dans la balnéo je sais direct ce que je vais faire, je vais commencer par le vélo, je vais faire des étirements. C'est-à-dire, je suis rentré dans une routine comme si quelqu'un il va à la salle de sport, il a travaillé le haut, le bas, et ben moi c'est pareil, je viens là, je fais ça, et vu que ça m'a fait du bien une fois, ben je sais ce qui va me faire du bien ou pas. Moi, la première écoute, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il parle beaucoup de confiance, ce patient. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous aviez remarqué tous les deux? Est-ce que c'était central dès le départ dans le bilan? Alors moi je pense que oui, en fait, d'avoir vu, parce que j'ai vu le patient pris en charge par Vincent et je l'ai vu auparavant pris en charge par un autre kiné et son comportement a été complètement différent parce que justement lors de la deuxième fois où il était en kiné, il a pris cette confiance. Donc c'était une confiance réciproque, je pense, et puis c'est ça qui lui a permis d'avancer. Il a besoin d'avoir confiance dans les gens et il a besoin qu'on lui donne confiance en lui. Donc je pense que c'est effectivement primordial dans cette rééducation. La confiance en lui, Vincent, lui, t'en avais parlé tout de suite? Oui. Il avait vraiment pas confiance en lui, il avait peur, il avait assez peu de certitude quant à ses capacités de récupération, donc là-dessus fallait lui donner confiance dans la rééducation, ce qui lui donnait aussi confiance en lui après. T'as eu l'impression que la stratégie par exposition graduelle t'a permis de l'accompagner dans cette reprise de confiance? Ça t'a aidé à le valider, je dirais, dans ses capacités, ou c'était plutôt l'échange? Dans un premier temps, ça a surtout été l'échange. Ouais. De lui expliquer que sa vertèbre était consolidée, de lui expliquer qu'il risquait pas de se faire exploser son aorte au moindre mouvement, et puis ensuite de lui enlever son corset pour faire quelques mouvements, de l'amener assez rapidement à de l'activité en lui permettant de constater que ça n'aggravait pas ses problèmes, voire même qu'il était bien, que ça lui faisait du bien. Donc ça le mettait en conscience, il s'est rendu compte que il pouvait faire des squats, il pouvait soulever des poids. Alors, on a commencé avec des haltères toutes mignonnes, comme dit Benjamin, de 500 grammes de chaque côté, puis on est assez vite monté en poids. C'est vraiment une prise de confiance progressive. Et après, à partir du moment où il a pu se rendre compte que il pouvait porter des haltères qui étaient plus lourds, etc., il a pris plein d'initiatives en arrivant un petit peu plus tôt lors des séances, en faisant un échauffement où il réutilisait ça, et c'est là que
que moi je me suis dit bah c'est gagné en fait, il réinvestit bien. Donc ça c'était les jours on va dire où ça va bien, hein, quand il a parlé qu'il y avait un peu des hauts et des bas, des jours où ça allait super bien, des jours où ça allait moins bien. Donc les jours où ça va super bien, ben, il est capable de faire ça, il était capable de tout de suite réinvestir tout ce qu'on avait vu. Et puis bah, par contre c'est un patient, je pense qu'il faut savoir écouter quand il dit que ça va pas, bah effectivement, c'est qu'il est beaucoup plus douloureux, il se sent moins capable, il va être moins capable et que si on fait une séance qui va être trop en charge, et ben il va la subir pendant les jours qui vont suivre. Et le fait qu'il ait pris des initiatives pour aller, par exemple, arriver plus tôt, s'échauffer, c'est quelque chose que vous lui avez suggéré ou finalement c'est quelque chose qu'il a fait de lui-même? Est-ce que vous en aviez parlé longtemps avant et puis finalement il s'est décidé plus tard? Est-ce que c'est une initiative entièrement personnelle? On n'est jamais parlé avec lui, hein. Ça a été, j'ai été la première surprise parce que en regardant l'heure sur l'horloge, je me dis bon bah tiens là, ça doit être bientôt son heure et en fait je me retourne et je vois qu'il était déjà installé dans le gymnase en train de ou faire des squats ou faire des choses avec des poids ou d'être sur l'elliptique en disant bah je fais 10 minutes avant de commencer. Tout ça, c'était des prises d'initiative complètement personnelles dont on n'avait jamais parlé auparavant. Ça, c'est arrivé au bout de combien de temps à peu près de rééducation, Julie, tu saurais? C'est arrivé quand moi j'ai commencé à le prendre en charge. Alors je sais pas si toi, Vincent, il l'avait déjà fait ou pas. Non, non, il a commencé avec toi. Donc moi je pense que c'est au bout de 4-5 séances avec moi où il a fait ça. Donc 4-5 séances, ça veut dire peut-être au bout de 2-3 semaines. D'accord. Je trouve que c'est intéressant parce que à la fois dans son discours, il parle de choses qui moi me semblent hyper violentes, enfin la peur que la balle elle bouge, l'impression que c'est un vase qui tombe et qui va se casser, que s'il tombe juste sur les fesses, il y a tout qui va s'effondrer, enfin c'est des représentations qui sont hyper fortes dans le négatif et de me dire que finalement il va finir par prendre au bout de quelques mois spontanément l'initiative de venir faire des efforts chargés en salle de gym, je trouve que c'est hyper positif comme signal. On est tous un peu confrontés à ça, mais ça doit pas être évident de répondre à quelqu'un qui dit j'ai peur que la balle elle bouge, j'ai peur sur le moment, ça doit pas être évident à recevoir. Clairement, il faut réussir à dissocier notre écoute humaine de notre écoute soignante. C'est que en écoute soignante, on va avoir des arguments hyper factuels sur lesquels s'appuyer, lui expliquer que il y a une fibrose cicatricielle autour de la balle et qu'elle peut plus bouger, lui expliquer que ses os ils sont plus solides qu'avant, que voilà, s'appuyer sur des arguments physiologiques et puis après l'écoute humaine, ça reste que c'est quand même un patient qui s'est fait tirer dessus la deuxième fois quasiment à bout portant, hein, et donc il est passé quand même 2 fois très près de la mort. Est-ce que ça serait pas ces angoisses de mort qui je suis d'accord. Il faut arriver à jauger entre l'empathie et faire de la réassurance cognitive. Et c'est là où ça a été où c'est un exercice qui est quand même très délicat, surtout vu le contexte. Fallait montrer quand même qu'on était touché par son histoire, mais il fallait éliminer déjà par de la réassurance cognitive tout ce qui pouvait alimenter les troubles fonctionnels. Faut basculer en fonctionnement de soignant, comme l'a dit Julie, c'est voilà, donc lui expliquer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui doit en être de son état physique et où est-ce qu'on peut l'amener et avec quoi. Donc il faut dérouler le programme de la prise en charge. Après, je pense pas que ça soit aidant de s'apitoyer en fait sur le sort de quelqu'un, hein. Mais peu importe le patient qu'on a en face de nous, que ce soit un tétraplégique, quelqu'un qui a été blessé par balle, une victime. Et chacun peut le subir avec ses propres traumatismes, ses propres quand on est en rôle de patient, c'est que quelqu'un qui s'appuie trop sur notre sort, finalement c'est pas ça dont on a besoin, c'est pas ça qui va nous aider à aller mieux. Donc c'est ce dont parlait Juliette Feridani là dans sa thèse sur l'empathie et le besoin d'empathie en médecine générale. Finalement, une empathie qui dériverait vers de la compassion et une certaine forme d'auto-apitoiement, ou en tout cas d'être touché par l'histoire du patient. En kinésithérapie, le risque, c'est qu'on va avoir envie de les soulager rapidement, et du coup, c'est là où on va avoir rapidement envie de passer à des techniques passives, et qui sont pas forcément les meilleures à long terme. Et justement, là, dans son cas, moi, j'apprécie l'angle que vous avez pris, mais
comment dire, on pourrait être tenté, c'est le genre de patient typiquement qu'on pourrait vraiment être tenté de masser pour soulager, mais qui finalement a vraiment plutôt besoin de réexposition à l'effort pour faire des choses, pour lutter contre le handicap. Ouais, alors après, moi, j'ai jamais eu cette tentation-là avec lui. Déjà, dans son discours, je sais pas si c'est dans cet épisode-là, dans le précédent, où on entend que il a pas envie qu'on le touche, il a peur qu'on le touche. C'est vrai. Donc, il y a quand même ce truc-là qui fait que il met quand même une barrière. Hein. Et puis, il a un autre discours qui est un discours hyper. Il dit plusieurs fois, j'ai rien à perdre. Il a envie d'essayer, quoi. Il a quand même un instinct de, je sais pas si on veut dire guerrier, mais il a envie d'y aller, quoi. Donc même si son histoire elle est difficile, il a aussi un bagage qui fait que c'est quelqu'un qui est habitué à se battre. Donc je pense que ça, il faut l'utiliser aussi. Et je pense que c'est plus un discours en fait un discours ou une attitude que lui il va entendre, plutôt qu'une attitude trop compassionnelle ou je sais pas si comment on peut dire, mais gnangnan ou qu'il soit trop comme ça, lui, ça lui parlera pas du tout, par contre. Vincent, c'est aussi ce que tu avais ressenti de lui? Ouais. Quand j'ai discuté avec lui de ses expériences de pourquoi il était en prison et puis de l'expérience carcérale, on en a parlé assez librement. Et après, moi, je me suis servi de ça justement pour lui montrer toute la force dont il était capable, toute la force qu'il avait en lui. Tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait surmonté, ne pouvait que l'aider, en fait, dans l'épisode qu'il avait à surmonter maintenant. Et ça, je crois que ça a bien marché aussi. Il a été assez réceptif à ça. Parce qu'il minimise énormément la force dont il a eu besoin pour toutes ces épreuves passées. Et puis là, il a du mal à avoir confiance en lui pour quelque chose qui... moi, en fait, si je devais classer tout ça, ce qu'il a à faire maintenant, c'est vraiment le plus facile par rapport à toutes les épreuves qu'il a eues. Et c'est pareil, ça, c'est mon jugement de valeur, alors que lui, dans tout ça, le plus difficile, c'est maintenant. C'est vrai qu'on a l'impression que, pas qu'il minimise, mais qu'il met les choses vachement à distance par rapport, il reste très factuel par rapport à ce qui s'est passé. Et effectivement, ça s'entend quand il parle des cicatrices dans l'épisode précédent. Il y a plein de choses qui sont extrêmement sensibles, moi j'ai l'impression, chez lui par rapport à tout ce qu'il a vécu par rapport à son corps, et qui sont peut-être pas des choses qui étaient évidentes à mettre en avant pour lui, ou voilà, c'est pas des choses faciles à confier, je pense. Ouais, tu parles de son rapport à son corps, au fait qu'il voulait cacher les cicatrices, qu'il voulait pas faire de balnéo pour pas montrer la cicatrice, ouais. Et que ce qu'il a décidé, c'était de pouvoir en faire en portant un t-shirt. Par rapport à ce que disait Julie tout à l'heure, en fait, le fait que voilà, qu'il minimise la difficulté du parcours antérieur et que tu sens des choses qui se cristallisent autour de trucs qui sont très difficiles à vivre pour lui et qui n'apparaissent pas forcément dans son discours de prime abord. Après, c'est l'enregistrement qui veut ça aussi. Et effectivement, les cicatrices, par exemple, la peur de quitter le corset, le besoin d'avoir confiance. Et après, du coup, il y avait un point dont toi, Julie, que tu trouvais important, c'est toute cette histoire de routine, en fait, dont il parle à la fin de l'extrait, là. Ça m'a marqué à la réécoute de l'interview, en fait, de voir que il a vraiment insisté sur le fait que la rééducation, c'était devenu un rituel pour lui, que c'était une routine rassurante. Et moi, je vois là comme un cadre, en fait, autour de toute son histoire, où finalement, il a été un peu laissé pour compte, lâché un peu dans la nature, et puis que là finalement le fait de ça a été hyper rassurant pour lui de lui apporter quelque chose qui était que lui a vécu comme un cadre. Si on regarde factuellement ce qu'on fait en kiné, les séances elles se ressemblent pas les unes par rapport aux autres. Il y a pas de cadre de séance. Des fois ça part un petit peu dans tous les sens, mais finalement à l'arrivée on a fait quelque chose qui a du sens pour lui. Et c'est ça qui est aussi paradoxal, c'est que en fait la routine elle est pas dans les exercices qu'on va faire, elle est dans l'exercice en général, dans le fait de venir au cabinet, peut-être sur les jours où il vient et que ça soit toujours moi qui m'occupe de lui, parce que ça c'était important pour lui aussi, que ça soit toujours le même interlocuteur, mais la routine elle s'arrête là, quoi. Et du coup le transfert de praticien il s'est fait facilement entre vous deux? Ouais, super bien. Au départ, ce patient-là, moi, je l'avais vu, outre sa plainte de mal de dos, etc., qu'il avait,
il avait des douleurs par rapport à la balle qu'il avait reçue dans le poignet. Il avait des douleurs de type allodynie. Et donc, je l'avais vu en bilan de sensibilité en rééducation de la main pure. Donc, en fait, on avait déjà eu un contact avant où on avait beaucoup échangé, mais la rééducation s'était pas suivie. Quand il est revenu au cabinet, en fait, je le connaissais. Ce besoin de rituel, de routine que tu as constaté, Julie, c'est quelque chose dont on parle assez souvent et qui est parfois reproché à certaines prises en charge kiné qui durent sur le long cours. Vincent, toi, ce besoin de routine qu'il peut avoir ce patient, tu l'avais ressenti déjà en amont aussi? Ça t'avait marqué l'importance plutôt de venir en kiné plus que la nature des exercices en eux-mêmes? Non. On l'avait pas encore quand je m'occupais de lui. Alors peut-être que ça s'est installé un peu plus à la fin, mais non, on était plus dans la délivrance d'informations, dans tout ce côté exposition graduelle. Il y avait une petite forme de ritualisation où ça passait par faire son travail cardio sur l'elliptique parce que ça lui faisait du bien et ça faisait partie de ses objectifs de pouvoir courir, donc c'était une introduction à ça, mais il y avait pas tant cet aspect rituel que Julie décrit. Après, t'étais dans la partie sevrage, toi, beaucoup. Ouais, on était dans le sevrage, d'abord des béquilles, puis du corset qui a été continué par Julie après. Moi aussi, il y a eu quand même une bonne partie sevrage, et puis le corset a été remplacé par un lombosta, et la canne de temps en temps il la reprend. Le sevrage est compliqué, hein. Et même si on le met face à tout ce qu'il arrive à faire pendant la séance, des fois je me pose la question, est-ce que c'est un stigmate dont il a besoin lui par rapport à l'extérieur pour montrer qu'il n'est pas encore au top? Est-ce que c'est le corset, donc ça lui apporte le lombosta, pardon, ça lui apporte le chaud le lombosta lui apporte le chaud comme il l'a précisé, mais il reste des petites choses comme ça qui sont difficiles à sevrer. Et la kiné fait partie des petites choses difficiles à sevrer? En fait, on n'en est pas encore là, parce que justement les séances elles sont encore fluctuantes. Il y a des jours où ça va aller très bien et des jours moins bien. On va dire qu'on suivait une progression positive depuis plusieurs mois, et puis est arrivé le confinement, et sont arrivés aussi les différents traitements annexes dont on va peut-être parler dans le prochain épisode, qui font que ça a mis un petit peu un frein à tous les progrès notoires. Et bien justement, à ce propos, rendez-vous dans le prochain épisode, le 3e et le dernier consacré à cette série du patient sous l'armure. Nous parlerons de l'importance des discours et des discours qui doivent être aussi rassurants. Là, vous entendrez le patient. Et puis, nous discuterons de cette question du sevrage de la rééducation, la dépendance potentielle à la rééducation, mais également l'avenir. Comment va-t-il? Quels sont ses projets? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui dernièrement? À très bientôt sur le temps d'un lapin.